Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Candace Owens en français. Découvrons l'émission du jeudi 13 novembre 2025. Bon visionnage. Très bien les amis, bon jeudi à tous. Alors, quelqu'un m'a envoyé cet extrait d'archives de Charlie et moi à l'époque où j'avais une émission sur PragerU. Nous discutions du type d'allié dont on a besoin quand les balles sifflent autour de vous. Écoutez ça. Vous savez, quand vous êtes dans une tranchée, vous voulez quelqu'un qui ne va pas vous dire qu'il n'y a pas de balles qui sont tirées. Vous voulez juste qu'on vous dise d'où viennent les balles. C'est ça? Oui, c'est exactement ça, oui. Vous ne voulez pas quelqu'un dans la tranchée avec vous qui dirait, eh bien, tu veux un hot dog, peut-être un burger, un smoothie. Tu veux dire, non, 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 il y a un nid de mitrailleuse là-bas. Il y a des obus de mortier qui viennent de là-bas. Voici ce qu'on va faire pour pouvoir... Pleine pour sortir. Exactement. Et c'est le genre d'amis qu'il vous faut. Et vous ne voulez certainement pas d'un animal qui prenne la fuite à toutes jambes. Ouais. Nous avons... Nous en avons déjà eu. Nous savons parfaitement qui sont nos alliés. Je me refuse à faire un commentaire sur Mikey McCoy. Mais mesdames et messieurs, nous sommes définitivement dans une situation désespérée en ce moment. Et nous apprenons qui sont les véritables alliés de Charlie Kirk et qui étaient ses véritables alliés. Alors, bienvenue à nouveau à Candace. Qui étaient les vrais amis de Charlie Kirk? C'est ce que je veux savoir. Je veux juste savoir qui étaient ses véritables amis et alliés parce que, d'une manière ou d'une autre, trop d'entre eux essaient de criminaliser le simple fait de poser des questions. Ne posez pas de questions. Contentez-vous d'accepter la bouillie des fédéraux. Ça semble un peu ridicule. Nous devrions commencer, d'ailleurs, par Frank Turek. Frank Turek, pour rappel, c'est l'ami pasteur qui se trouvait à côté de Charlie. En fait, lorsqu'il a été assassiné, vous vous souvenez, il portait le chapeau blanc. Il se baisse. C'est l'une des personnes qui a aidé Charlie à rejoindre le véhicule. Il était à l'hôpital. Eh bien, je viens d'apprendre que Frank Turek réagissait à ce que j'ai dit. Il est récemment passé sur CBN News et voici ce qu'il avait à dire. Je n'ai pas suivi Candace Owens de près. Je sais qu'elle était une bonne amie de Charlie il y a des années. En fait, lorsque j'ai rencontré Charlie pour la première fois, je lui ai dit, tu sais, parle-moi un peu de ton ministère, de ce que tu fais et tu sais, de qui tu as mentoré. Il a mentionné Candace Owens. Et Charlie ne disait jamais de mal de qui que ce soit en privé, à moins d'avoir d'abord parlé à cette personne et essayé de la corriger. Donc, Charlie n'a jamais rien dit de mal sur Candace ou quoi que ce soit, mais je trouve simplement que le fait qu'elle fasse toutes ces suggestions sans preuve est très douloureux pour les gens. C'est acceptable de suggérer peut-être ceci, peut-être cela, mais dès que l'on commence à lancer des accusations comme TPUSA a trahi Charlie, j'ai fait un rêve dans lequel Charlie m'a dit cela. Ce n'est pas une preuve. Je veux dire, peut-être qu'elle a raison. Vous savez, c'est possible. Tout est possible, mais tout n'a pas de preuve pour l'étayer. Et ce que les gens ne semblent pas comprendre, et c'est pour cela que j'ai invité mon ami, le détective J, Warner Wallace, sur mon podcast 2 semaines après le martyre de Charlie. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne une poursuite judiciaire, comment fonctionnent les affaires de meurtre. L'accusation vous dit rarement ce qu'elle a, et encore moins tout ce qu'elle a. D'accord, il y a quelques points que je veux aborder ici. J'adore ce discours récurrent des gens qui disent ne pas avoir vu tous les épisodes. Ils n'ont pas le temps de les regarder, ils n'ont pas le temps de passer en revue les faits, et pourtant, tous, pour une raison quelconque, savent ce que j'ai dit, que j'avais rêvé que Charlie avait été trahi. C'est ça. C'est comme ça que vous savez que vous êtes en plein brouillard d'un sort de propagande qu'on leur a fourni des éléments de langage. Je veux dire, c'est un point tellement minime parmi toutes les preuves que j'ai présentées. J'ai fait des chronologies seconde par seconde. J'ai fait des chronologies minute par minute. J'ai présenté des réseaux de personnes et leurs connexions. J'ai dressé une liste du nombre de fois où Turning Point USA nous a menti. Ils ne savent rien de tout cela. Ce qu'ils savent, c'est que dans un épisode, Candace a dit qu'elle avait fait un rêve, n'est-ce pas? Balistuki vient juste de faire cette vidéo en 2 parties. C'était comme « Moi, je ne fais pas ces rêves ». L'idée ici, c'est que tout cela doit être des élucubrations folles au quotidien. Candace est sur cette émission comme Miss Cléo des années 90 à prédire ce qu'elle pense s'être passé. C'est une façon tellement ridicule d'essayer de délégitimer les recherches que nous avons faites. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas comment vous pouvez commenter si vous n'avez pas regardé ce que j'ai dit, mais nous ne sommes intéressés que par la vérité.
Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai personnellement invité Frank Turek dans l'émission parce que nous voulons vraiment des réponses. Maintenant, concernant son deuxième point, où il essaye de dire que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les procès. Nous ne cherchons pas à avoir une conversation avec l'accusation. Nous avons déjà décidé que toute cette enquête ressemble à une mauvaise opération des fédéraux. Nous cherchons des réponses auprès de ses amis. Vous pouvez simplement servir l'intérêt public ici. Nous ne devrions pas faire semblant de croire que l'affaire serait mise en danger si Mikey McCoy partageait ses historiques d'appels. En quoi cela impacterait-il l'affaire? En quoi? Si vous répondiez à des questions sur la raison pour laquelle Charlie voulait créer le comité Doge, en quoi cela impacterait-il l'affaire? En réalité, l'affaire ne nous intéresse pas tant que ça, parce que nous n'avons pas l'impression que Tyler Robinson ait agi seul et qu'il soit un tireur isolé. Mais ce qui nous importe profondément, c'est de savoir si ses amis ont menti au public et pourquoi. Nous avons découvert ces mensonges. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus et vous refuser de répondre à cela. Ce qui nous importe, c'est de savoir si ses amis l'ont trahi ou non, d'accord? Donc les rêves, ils peuvent vous donner une certaine forme d'intuition, et je pense vraiment que les miens m'ont apporté beaucoup d'intuition. Mais maintenant, nous avons les faits pour étayer cela. Du moins, l'affirmation selon laquelle ils le trahissent aujourd'hui. C'est ça. En ne répondant pas à des questions très simples et en mentant au public, j'aimerais vraiment inviter Frank Turek dans l'émission. Je ne pense pas que nous ayons déjà parlé de Frank Turek. Il n'a pas vraiment été mentionné dans cette enquête. Il n'a certainement pas été pris en flagrant délit de mensonge. Donc, je ne vois pas pourquoi il aurait un problème à venir dans l'émission pour expliquer comment fonctionnent les poursuites judiciaires. Et moi, je peux expliquer comment fonctionnent les amitiés. Nous connaissions le public, nous savions tous qui était Charlie Kirk en tant qu'être humain. D'accord. Charlie Kirk a été assassiné et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous rejetons cette idée selon laquelle toute personne qui est montée sur scène lors de son événement commémoratif pourrait désormais être automatiquement intégrée à cette organisation, automatiquement acceptée par nous. Ces personnes ne devraient plus être remises en question. Ce sont des amis de Charlie Kirk. C'est de la manipulation émotionnelle. Ils disent qu'ils aimaient Charlie, et donc, nous devrions simplement faire confiance à la science et ignorer les nombreux mensonges qu'ils nous ont racontés. Qu'est-ce que TPUSA Faith exactement? Qui est Rob McCoy? Pourquoi ces églises Calvary Chapel ont-elles une longue histoire de scandales étranges, d'abus et de trafic qui semblent être balayés sous le tapis, n'est-ce pas? Pourquoi Rob McCoy est-il lié à certains de ces scandales? Je vais vous donner je pense, grand exemple ici. D'accord. C'est une histoire vraie. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Thomas Camino, Kimono, était un homme qui a effectivement été envoyé en prison pour abus, attouchement, comportement obscène envers de jeunes filles en faisant semblant. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prétendait que son chat était perdu. D'accord. Je vais vous lire un email que j'ai reçu d'une de ses victimes, qui est aujourd'hui adulte, mais qui n'était qu'une enfant de 8 ans en 1995. Voici ce qu'il dit en partie, d'accord? J'avais 8 ans et je vivais à Dana Point, en Californie, lorsque Thomas est venu voir mon ami et moi pour nous demander de l'aider à retrouver son chat. Il nous a emmenés dans un parc derrière chez moi et a essayé de m'agresser avant que je ne m'enfuis. J'ai été un témoin clé lors de son procès avant qu'il ne soit condamné à 8 ans de prison. Il a agressé plusieurs filles entre 1990 et 1995. Maintenant, vous voyez, je ne dis pas prétendument, car il a été en prison pour ça, donc ce n'est pas votre... Je ne risque pas de diffamation ici. Elle ne ment pas. Nous avons enquêté là-dessus en 1990. Camino a été placé en probation pour avoir plaidé non coupable à des faits d'attentat à la pudeur impliquant des enfants à Manhattan Beach. C'est dans le comté d'Orange. Quelques années plus tard, il a apparemment tout fait pour essayer d'attirer de jeunes filles dans un comté complètement différent, d'accord? Lisons un article concernant cette condamnation. Voici le titre dans le LA Times. C'est de 1995, comme vous pouvez le voir. Le titre indique « Un pédophile écope d'une peine de 8 ans de prison ». Thomas Michael Camino, qui a tenté d'attirer des filles avec une histoire de chat perdu, reçoit la peine maximale demandée par les parents des 3 victimes. Écoutez bien, 3 victimes, d'accord? L'article poursuit en disant «
Tomás Michael Camino, 31 ans, de San Juan Capistrano, a été reconnu coupable en mai d'avoir agressé sexuellement une fillette de 8 ans et d'avoir tenté d'attirer une douzaine d'autres filles dans des rencontres sexuelles en leur demandant de l'aide pour retrouver son chat. Le commissaire du tribunal supérieur du comté d'Orange, Richard M. Aronson, a prononcé la peine maximale après que les parents des 3 victimes se sont levés, tristes et en colère, pour réclamer une sanction sévère. Le père d'une fillette de 7 ans a évoqué que Camino, avec son histoire de chat, a profité de l'innocence de la petite fille. L'avocat de Camino a déclaré que son client, qui avait auparavant clamé son innocence, reconnaissait désormais sa culpabilité. L'avocat Danny Davis a demandé une peine plus courte de 6 ans, arguant que la peine maximale pourrait nuire à toute chance de bénéficier d'un suivi psychologique et d'une réhabilitation. Camino a terrorisé le quartier de Dana Point pendant plus de 4 mois l'année dernière. Les procureurs ont déclaré qu'il approchait de jeunes filles, les attirait dans des endroits isolés comme un lit de rivière ou le sous-sol d'une maison en leur demandant de l'aider à retrouver son chat. Le sous-sol d'une maison. Il a été reconnu coupable d'attentat à la pudeur, d'exhibitionnisme et de 10 chefs d'accusation de harcèlement d'enfants. Dans l'affaire d'attentat à la pudeur, Camino a saisi la main de la fillette et l'a forcé à le toucher. Maintenant, je veux que vous vous rappeliez que cela s'est produit dans 2 comtés, d'accord? Je veux aussi que vous vous rappeliez que nous parlons d'enfants de 7 et 8 ans, n'est-ce pas? Nous parlons d'élèves de cours élémentaires 2e année, pas de tout petits dont la mémoire pourrait être incertaine, qui pourraient avoir du mal à communiquer, à trouver les bons mots ou à être sûrs d'eux. Mais de 8 ans qui sont pleinement présents mentalement, n'est-ce pas? Imaginez-vous à 8 ans en cours élémentaire 2. Je me souviens parfaitement de mon année de cours élémentaire 2. Je me souviens des traumatismes vécus en cours élémentaire 2e année, comme lorsque mon cousin est mort dans un accident de voiture. Malgré sa condamnation, malgré les années passées en prison pour ses crimes, Rob McCoy, le pasteur qui me donne la chair de poule, a ensuite noué et entretenu une longue amitié avec Tomás Camino pendant des décennies. Maintenant, ce n'est pas exactement un problème en soi. La réhabilitation, ça existe. Le problème survient lorsque Rob décide alors que Camino devrait être impliqué dans l'église Calvary Chapel et plus précisément que Camino devrait avoir accès à de jeunes enfants dans un programme appelé Home Fellowship qui le mettait à l'intérieur des foyers d'enfants. Et il a failli s'en sortir jusqu'à ce que des mères aillent en ligne, se souviennent exactement de ce qui s'était passé et fassent un scandale à ce sujet en 2022. Maintenant, en réponse à cette découverte, Rob McCoy ne s'est pas excusé. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez plutôt voir Rob utiliser des tactiques de manipulation psychologique. Peut-être a-t-il appris cela de son père qui travaillait pour les services de renseignement de la marine, n'est-ce pas? Mais il va recevoir Tomás Camino pour un épisode de podcast dans le Bryce Eddy Show. Il va déverser sa frustration sur les gens qui s'indignent du placement de cet homme dans un espace confiné avec de jeunes enfants sans que les gens ne réalisent que, d'accord, cet homme a littéralement passé 8 ans en prison pour abus. Voici comment Rob McCoy présente Tomás dans son podcast. Écoutez bien. J'ai été tellement interpellé à cause des rumeurs Et de la calomnie envers mon ami qui va me rejoindre que je voulais qu'il raconte son histoire. Donc, il y a 20 ans, quand nous étions à Skyline, l'introduction, c'était que tu es entré et tu as dit « Il faut que je te parle, il faut que je te confie quelque chose. » Et tu as été assez direct. Tu as tout simplement exposé la situation. Et tu as dit « Voilà ce qu'il en est. » Et tu as suivi les procédures. Tu as fait ce qu'on attendait de toi. Et toi et moi, nous sommes amis. Il n'y a jamais eu de problème. C'est remarquable la façon dont tu as servi cette communauté. Personnellement, j'ai pris la décision qu'il pouvait se moquer de nous et prétendre ce qu'il voulait. Mais je voulais que ta famille soit protégée, alors j'ai retiré ça. Je crois que c'était une annonce pour le groupe de maison, ce que nous faisons pour tous les groupes de maison. Donc, il est contrarié et il continue en parlant des gens en ligne qui, sans connaître toute l'histoire, déterrent des choses. Et ce type est vraiment quelqu'un de bien. Et je vais demander à Camino d'expliquer ce qui s'est réellement passé et qui l'a conduit en prison.
Dites-moi si vous croyez à l'histoire qu'il s'apprête à raconter. Écoutez bien. Donc, c'était au début des années 90, dans une petite communauté balnéaire sympa du comté d'Orange. Et j'ai été accusé d'un crime que je n'ai pas commis. C'était une fausse accusation. Ça concernait une histoire avec une fille mineure. Et le fond de l'affaire, c'est qu'il y a un type qui se promène en demandant aux gens s'ils ont vu un chat perdu. Et ça s'est produit 15 ou 20 fois sur une période de 6 à 8 mois. Et toute la ville commence à s'agiter à cause de ça. Ils amènent cette fille et ils filment un entretien. Après que je me sois retrouvé mêlé à toute cette histoire, on ne savait pas que ça faisait partie du truc. Ils sortent ça à l'audience, à l'improviste. Et c'est cet entretien où l'enfant ne fait même pas attention à ce qu'elle dit. Elle n'est pas bouleversée. Elle pense qu'elle attend sa mère dans la salle d'attente du dentiste. Et puis, ils continuent à lui poser questions suggestives sur questions suggestives, mais l'enfant ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Finalement, ils arrivent à lui faire dire qu'il y a eu des attouchements inappropriés à ce sujet. Elle le dit à moitié, le nie à moitié, mais c'est tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, ils peuvent sortir et arrêter quelqu'un, et de toute évidence, ils se moquent bien de qui ils arrêtent. Et les flics s'étaient alignés comme 16 types différents avec un certain look ou peu importe, et certains d'entre nous, j'en faisais partie, étaient sous surveillance, donc ils avaient des photos de nous et ils ont eu assez de gens pour dire « ça ressemble à ce gars-là », alors ils sont venus me chercher. Ensuite, ils sont venus chez moi avec le mandat de perquisition. Ils m'ont amené le mandat de perquisition chez moi et ils avaient 17 objets précis qu'ils cherchaient. Ils en ont trouvé 11, ce qui peut sembler un peu grave jusqu'à ce qu'on lise ce que c'est. Je me fais arrêter ce jour-là. Ils me jettent en prison et le lendemain, tu es censé avoir une audience pour la caution. Faisons une pause une seconde, donc ils t'enferment en prison. Et le lendemain, tu as une audience pour la caution. Ils sont assez gentils pour le faire. Mais ça remonte à combien de temps? Il y a environ 28 ans. 28 ans, oui. Il y a 28 ans, d'accord, vas-y. Donc, je dis juste certains de ces détails parce que toute cette histoire est une véritable mascarade. Mon Seigneur vient me voir et dit « Ils affirment avoir des empreintes, des preuves médico-légales, des empreintes de pas et une empreinte de ta paume qu'ils ont relevées sur une scène et ils veulent passer un accord avec toi. Et ils veulent savoir si tu veux accepter un accord de plaidoyer avant qu'on arrive à l'audience préliminaire. » Le jury délibère, revient avec un verdict de culpabilité incroyablement coupable et je me retrouve à écoper d'une peine de 8 ans. Je n'avais pas de casier, donc tu obtiens une réduction, j'ai fait 4 ans et quelques. J'ai donc fait 1536 jours pour un crime que je n'ai pas commis. En fait, ça empire encore. Donc, tu as droit à un processus d'appel et il y a une procédure gratuite. Alors, ils prennent les 3 principaux points qu'ils trouvent qui enfreignent la loi ou violent tes droits et ils les soumettent. Donc, la Cour d'appel lit cela et dit « Oui, nous sommes d'accord. Ils ont enfreint la loi sur 2 des 3 points et ils ont violé tes droits, mais nous ne voyons pas en quoi cela a affecté l'issue de l'affaire. Rejeté. Ma femme a divorcé de moi juste avant que je sorte, donc c'est la meilleure amie de mon ex-femme. Et elle me dit « Tom, il faut que je te parle. Tu as été condamné et tu es parti et ta femme sortait avec ton avocat. » Et je lui dis « Elle sortait avec l'avocat commis d'office? Comment tu sais ça? » Et elle répond « C'est elle qui me l'a dit. » Alors, quel intérêt l'avocat aurait-il à m'innocenter s'il veut ma femme? Et il l'obtient. Donc, tout cela n'était qu'une grande conspiration impliquant 2 comtés, des quartiers remplis de parents et d'enfants. Un témoin qui, encore aujourd'hui, s'en souvient et m'a envoyé un email pour me le rappeler. Des gens qui ont posté et dit que c'était absurde et qui l'ont signalé à l'église de Rob en disant qu'il était absurde de le laisser côtoyer des jeunes malgré son casier. Aussi son ex-femme et la cour d'appel. Tout le monde voulait juste obtenir cette condamnation. Malgré le fait que les flics, comme il l'a dit, aient trouvé une empreinte de pied, une empreinte de paume, ainsi que 11 des 17 objets qu'ils recherchaient chez lui, vous êtes libre de poursuivre cette conversation dans son intégralité. Nous essayons d'inclure autant que possible pour ce podcast, sans que cela ne dure trop longtemps. C'est juste incroyable, d'accord? La personne qui a témoigné s'en souvient encore et m'a envoyé un email, mais d'une manière ou d'une autre, c'est lui la victime, et Rob veut que cela soit compris. Il est juste agacé que cela ait refait surface, n'est-ce pas? Cela devient encore plus intéressant lorsqu'on le replace dans le contexte du fait que Calvary Chapel, point final,
a une longue histoire d'accusations selon lesquelles il placerait intentionnellement des pédophiles à des postes de pouvoir, leur donnant ainsi accès aux enfants. Et je ne parle pas du fait que les institutions deviennent grandes, d'accord. Par exemple, en ce moment, si tu regardais même à l'intérieur, dans les écoles publiques, tu pourrais trouver des tonnes de cas, surtout de ces jeunes enseignantes qui s'en prennent à des lycéens, n'est-ce pas? Je parle de ce que tu ressentirais si tu découvrais sans cesse que c'était le principal d'une école, comme si c'était toujours le principal. Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive, pour être clair, mais je vais juste t'en raconter quelques-uns, d'accord? En Floride, à la Calvary Chapel de Pompano Beach, le fondateur était un pasteur nommé Rob Coy, pas McCoy. Pour être clair, Rob Coy, qui était un ancien directeur du divertissement dans un casino de Las Vegas, devenu leader religieux de l'une des plus grandes méga-églises de Floride, et puis il a été accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette de 4 ans. Calvary Chapel of Woodlands en 2024, le pasteur principal a été arrêté après une opération coup de poing contre les abus sexuels en ligne sur des enfants. À la Calvary Chapel de Cary, le pasteur principal a démissionné au milieu d'allégations d'inceste avec son propre fils. Intimidation, toxicomanie et détournement de fonds. À la Calvary Chapel du comté d'Orange, le pasteur principal nommé Mission Viejo a été condamné pour avoir abusé de 2 jeunes filles. Calvary Chapel, Solid Rock, c'est dans le Minnesota. Jason James Taylor était le pasteur principal à la frontière du Wisconsin d'ailleurs. Il faisait partie des 6 personnes arrêtées à la suite d'une sollicitation de mineurs. C'était une opération d'infiltration menée par la brigade d'enquête sur la traite des êtres humains du Minnesota. Puis à Santa Ana, en Californie, il y a une association de Calvary Chapels qui inclut l'Idaho, la North County Chapel à Post Falls, dans l'Idaho. Ils sont actuellement poursuivis en justice par des victimes qui accusent l'Église d'avoir intentionnellement dissimulé un prédateur sexuel connu dans leur rang. Ils connaissaient son passé. Ils l'ont quand même embauché, Anthony Iglesias, et il purge actuellement une peine de prison. Il a été reconnu coupable dans un centre correctionnel de l'État de l'Idaho pour ces crimes. La plainte affirme que lorsque les parents de la victime se sont adressés au pasteur principal, le révérend Robert Davis, pour discuter des abus sexuels subis par leur fils, Davis leur a reconnu, et encore une fois, c'est ce que leur plainte allègue, qu'il connaissait le passé d'Iglesias, et il aurait déclaré en substance « Oui, nous savions ». C'est pour ça que nous l'avons rapatrié de Thaïlande. La Thaïlande, d'ailleurs, c'était un programme d'orphelinat qu'il gérait. Des orphelinats partout. Pour une raison quelconque, ces églises s'impliquent dans des orphelinats et il y a ensuite beaucoup de scandales d'abus. Il y a aussi l'ancien pasteur de Calvary Chapel, en Virginie, qui a plaidé coupable d'abus sexuels sur mineurs. Le nom de l'ancien pasteur de Calvary était Doug D'Andrea. Il purge actuellement une peine de prison en Virginie pour de multiples chefs d'accusation liés à des abus sexuels sur mineurs. Il y a le Calvary Chapel de Fort Lauderdale en 2019. Il ne s'agit pas du pasteur principal, mais d'un employé qui a été arrêté. Après que les autorités ont déclaré avoir trouvé de nombreuses images et vidéos pédopornographiques téléchargées sur son ordinateur personnel, il y a le Calvary Chapel à North Thurston, dans l'Oregon. Et celle-ci est particulièrement grave. D'accord, le pasteur principal est ce type, Jeffrey Keonziz. Il a avoué des inconduites sexuelles qui impliquaient ses 3 filles sur une période de 2 ans. Les abus incestueux ont commencé lorsque la fille avait 11 ans. Il est allé en prison pendant 11 mois. Et puis, à sa sortie, il a assassiné une femme de 80 ans, ou plutôt de 82 ans. Il était censé être son homme à tout faire. Et ensuite, il l'a tué et a coulé du béton sur son corps pour le dissimuler. D'accord. Encore une fois, nous ne faisons qu'effleurer la surface ici. Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive. Je pourrais continuer encore et encore. Mais je dois vous dire que cela ne me semble pas naturel. D'accord. Oui, les institutions sont corruptibles, les églises sont corruptibles. Mais pour moi, cela ressemble à quelque chose d'un peu plus sinistre et d'un peu plus organisé. Ça me fait penser à ce type notoire, vous savez, j'en ai déjà parlé par le passé. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de l'affaire Diddy. Tout le monde pensait qu'il était fou. Rappelez-vous, il a tiré sur le Trump Miami Doral. Il n'a tué personne. Mais ensuite, quand il s'est assis, il a dit que les fédéraux dirigeaient une opération de cartel.
Et quand les gens ont des ennuis, c'est ce qu'il a affirmé avant que quiconque ne sache quoi que ce soit sur Didi. Il a dit « J'étais l'un des esclaves sexuels de Didi » et il a dit « J'étais l'esclave sexuel de Didi et Cassie ». Cassie a ensuite confirmé à la barre qu'elle savait qui était cet homme et qu'il avait été invité à ses soirées. Et il a dit « Les fédéraux, tu as des ennuis. Et puis soudainement, si tu veux éviter la prison, tu travailles maintenant pour nous. » Et il a dit qu'il alléguait qu'il trafiquait de la drogue, qu'il faisait chanter certaines personnes et qu'il trafiquait de la drogue. C'est aussi quelque chose que Kanye a dit dans un épisode pratiquement introuvable en ligne parce que c'était pendant sa période d'annulation qu'il savait, encore une fois, c'était avant que Didi ait des ennuis, que Didi avait été victime de chantage de la part des fédéraux et qu'une partie de son accord était de devoir garder certaines autres personnes sous contrôle, comme Kanye. Donc, ce thème revient un peu lorsque l'on commence à voir des personnes qui ont non seulement été accusées de crimes, mais aussi condamnées pour des crimes, et qui se retrouvent dans des positions de pouvoir ou dans des situations de richesse extrême. Je pense qu'il est tout à fait légitime de se poser des questions sur la façon dont cela se produit. Et maintenant, pour revenir des insinuations sur Didi à Rob McCoy, ce n'est pas le seul scandale dans lequel il a été impliqué. Il a été impliqué dans plusieurs scandales, n'est-ce pas? Il y a aussi eu le scandale de Potter's Field. Et c'est en quelque sorte très pertinent par rapport à ce qu'il fait actuellement avec Turning Point USA, je dirais. C'est très pertinent. Potter's Field est une zone située à Whitefish, dans le Montana, et l'association Calvary Church a financé un ministère qui est devenu connu sous le nom de Potter's Fields Ministries. Là-bas, ils ont un terrain de chasse. Ils ont un camp pour enfants. Ils ont un programme pour étudiants appelé Ignite. Ils ont même une chaîne de burgers. Je veux dire, beaucoup d'argent circulait là-bas. Et en 2019, le ministère a été éclaboussé par un scandale avec des accusations d'abus financiers et psychologiques. En gros, les membres de l'église Calvary Chapel finançaient le ministère, croyant que l'argent servait à aider, nourrir et vêtir des enfants en Ouganda, au Cambodge, au Costa Rica, au Guatemala, mais apparemment, l'argent n'allait pas vraiment là-bas. D'accord. Ils pensaient que leur argent servait à former des étudiants qui allaient devenir missionnaires dans le monde entier, mais en réalité, personne ne savait vraiment où allait l'argent. Et c'est intéressant parce qu'ils dirigeaient spécifiquement un programme étudiant appelé Ignite. Et l'une de ces étudiantes a fini par tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'elle affirme être intentionnel. Fraude financière. Le nom de cette étudiante était Kenzie Kinney. D'accord, elle gérait les finances de Potter's Field. Et voici ce qu'elle a dit mot pour mot à propos de la façon dont cette organisation à but non lucratif prétendait nourrir des tonnes d'enfants à travers le monde, alors qu'en réalité, il la faisait participer à des activités frauduleuses. Prétendument, elle aurait dit, je cite, « Ce serait une estimation très approximative du nombre d'enfants réellement dans ce programme. Je dirais peut-être environ 500. Et cela serait réparti entre les 5 pays, a précisé Kinney. Kinney a ajouté que les Roselle, c'est-à-dire la famille qui dirigeait ce programme, montraient des vidéos avec des centaines d'enfants nourris lors de leur présentation afin de solliciter des dons auprès des membres de l'Église Calvary, mais que ces images provenaient de conférences de pasteurs plus importantes et peu fréquentes. Elle se souvenait avoir travaillé avec environ 20 enfants chaque semaine pendant sa participation au programme. Elle a également déclaré que les employés de Potter's Field recevaient l'ordre de retoucher sur Photoshop d'anciennes lettres d'enfants du programme, puis d'envoyer ces lettres modifiées aux donateurs. Elle a dit, je cite, « On devait toujours couper les dates pour qu'ils ne sachent pas à quel point les photos étaient anciennes. » Ensuite, on en faisait juste des centaines de photocopies, puis on les pliait en 3 et on les envoyait par la poste parce qu'on envoyait ces petits trucs du genre « Merci encore pour votre soutien ». Et voici, vous savez, un petit mot de votre enfant de prière. Il vous a écrit une lettre. Au milieu du scandale, le ministère Potter's Field a annoncé qu'il fermait ses portes. Ils ont fermé en 2019 et ont fait venir le pasteur Rob McCoy comme directeur financier pour aider à redresser la gestion de leurs finances. Et par redresser la gestion, je veux dire que l'argent a été transféré dans son église. Cela a été fait en toute transparence. Ils ont informé les gens que c'est ce qui allait se passer avec les finances. Mais cela devient de plus en plus intéressant quand je continue d'insister auprès de vous qu'il y avait quelque chose à propos de Turning Point USA Faith.
Pour moi, cela ressemble à une sorte d'infiltration, d'accord? C'est ce que ça me semble être. Quelque chose a radicalement changé. L'organisation qui était axée sur les marchés libres et le capitalisme est soudainement devenue foi. Et vous avez ces pasteurs, et ils me semblent louches. C'est juste ce que je ressens, d'accord? Ils ne sont pas honnêtes. Nous avons surpris Rob McCoy à mentir à plusieurs reprises. Donc, je ne le considère pas comme une personne à qui vous voudriez confier votre foi. Et quand on ajoute le fait que Calvary Chapel était le principal fautif, d'accord? Ces églises, quand elles montaient toutes sur scène pour l'opération Pasteur Moqueur, où elles disaient toute la même chose à propos de moi et de Tucker Carlson, c'étaient elles les principales responsables. Je ne plaisante pas. On commence à se demander qu'est-ce qui guide la Calvary Chapel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pensez-vous vraiment que tout cela est accidentel, leur obsession pour le sionisme chrétien? Jack Heaps, parmi eux, nous l'avons mentionné hier, son frère Butch Heaps, qui était partout avant et après l'assassinat de Charlie. Il y a des images de lui que je ne pense pas avoir pour aujourd'hui. Je crois qu'on les a récupérées, mais je ne t'ai pas demandé de les sortir pour maintenant. Et on se demande, j'ai reçu des emails de gens disant que le pasteur Hibbs, Jack Hibbs, a complètement laissé tomber le masque. Il semble être en train de perdre pied. Il organise des appels à 5 heures du matin contre moi et Tucker Carlson. Et les gens se demandent, suis-je dans une église ou ai-je signé pour quelque chose de complètement différent? L'histoire, les implications de la CIA sur qui a réellement fondé la Calvary Chapel, qui est en quelque sorte devenue une ramification du mouvement hippie. Chuck Smith, c'est son nom. Un personnage de la CIA qui lui était proche. Les implications ici, quand on regarde tous les personnages militaires impliqués, me poussent vraiment à me poser beaucoup de questions. Vous voulez savoir qui se posait aussi beaucoup de questions? Charlie Kirk se posait beaucoup de questions vers la fin de sa vie, n'est-ce pas? Il posait des questions, il attaquait fort sur Jeffrey Epstein dans son émission. À un moment donné, il était exaspéré en disant « En gros, j'ai déjà parlé de ça, ça me met en colère. » Et on pouvait le ressentir depuis les plus hautes sphères. On lui disait d'arrêter de parler de Jeffrey Epstein et il résistait à cela. Il dit alors à Tucker Carlson d'y aller à fond contre Jeffrey Epstein. Pour une raison ou une autre, ce type, tout comme ses personnages, avait un passé. Il avait été condamné et pourtant il était toujours accueilli dans tous les cercles. Il est encore aujourd'hui le bienvenu dans tous les cercles. Vous parlez encore de Jeffrey Epstein? Nous recevons maintenant ses emails. Et cela ne fait qu'impliquer davantage cette administration dans une dissimulation stupéfiante. Tout cela, encore une fois, les véritables victimes sont les enfants, d'accord? Nous sommes une nation dirigée par des pervers. C'est la réalité. C'est tout simplement ce que nous sommes. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas la seule nation. Nous ne sommes pas la seule nation. Je dirais même que l'ensemble du réseau de la civilisation occidentale semble être dirigé par des pervers. C'est le fil conducteur entre mes enquêtes. Sur Brigitte Macron et sa relation étrange avec Emmanuel Macron, la dissimulation au niveau fédéral, qui inclut un procès jamais vu auparavant, qui n'est là que pour servir de propagande afin de faire croire aux gens qu'il n'y a rien à voir, ce qui devrait justement vous faire comprendre que tout est là. Vous commencez à gratter la surface, comme dans notre série sur Epstein que nous avons réalisée. Et il semble qu'ils aient créé Hollywood, la mode et le cinéma comme moyen de faire du trafic d'individus, n'est-ce pas? Personne ne sourcillerait. Si vous trafiquez des individus, un groupe de femmes arrive et elles participent à une campagne de mode, à des défilés de mode. Jeffrey Epstein avait ses tentacules financiers impliqués dans des agences de mannequins, n'est-ce pas? Il était impliqué dans les agences de cinéma partout où l'on pouvait recruter des gens. C'est là que ces tentacules se trouvaient, et je n'ai pas un bon pressentiment à propos de ces églises. Je dois te le dire tout de suite. Je ne me sens pas à l'aise avec tous ces chrétiens sionistes qu'ils envoient pour défendre en disant « Ne regardez nulle part, ne faites attention à rien ». Kansas dit « Je sais qu'elle présente des faits, mais concentrons-nous juste sur son rêve. Essayez de la faire passer pour une folle. Il se passe quelque chose de très sinistre. » Et je vous dis que l'affaire Charlie Kirk, c'est comme si tout était en train de se défaire. Nous commençons vraiment à nous réveiller sur la façon dont les choses fonctionnent. Et je pense que Charlie n'a pas vraiment compris comment les choses fonctionnaient, pas seulement dans l'affaire Epstein, n'est-ce pas? Pas seulement en Israël. Et c'est un bras long à travers le monde.
Je vous ai dit que Charlie s'attaquait aux affaires de l'Ukraine. Ça faisait partie de ma chronologie. C'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à voir Turning Point Faith monter en puissance quand Charlie parle jour après jour de ce qui se passe en Ukraine, qu'il parle du trafic d'enfants en Ukraine. Il tweete tous les jours à propos de ces sujets. Et puis, Turning Point Faith semble tout simplement décoller d'une manière que je n'avais jamais vue, n'est-ce pas? Tous ces personnages qui ont des passés très louches, y compris Sean Foyt. Il y a par exemple un article du 30 septembre qui parle de la mauvaise gestion des fonds, l'accusant de mauvaise gestion des fonds. Tout à coup, on est censé se dire « Oh, eh bien, vous savez, c'est clairement une mission d'Église. » Donc, si vous savez, soutenez Turning Point Faith, surtout compte tenu de cette terrible épreuve qu'il traverse. C'était ses vrais amis et il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous n'êtes pas pieux, n'est-ce pas? C'est pieux d'accepter le récit de la Fed. C'est pieux de suspendre votre pensée rationnelle et de simplement supposer que toutes ces églises qui comptent bien trop d'hommes militaires, qui viennent de longues lignées de familles militaires puissantes, sont vraiment là uniquement pour la mission, n'est-ce pas? Ce sont tous vraiment de bonnes personnes et que de mauvaises choses continuent de leur arriver. Je n'aime pas ça, les gars. Je n'aime pas ça du tout. Ça pue. Tout est en train de s'assembler maintenant. Vous commencez à voir. Maintenant, nous savons exactement quoi, ce sur quoi je vais revenir plus en détail demain. L'administration Trump semble avoir caché ses emails. Ils ne sont pas bons, d'accord? Ils sont complètement indéfendables. Mais je vous l'ai déjà dit, j'avais fini avec MAGA au moment où il nous a regardés dans les yeux et a dit « Quel dossier, n'est-ce pas? » Est-ce qu'on parle encore de Jeffrey Epstein? Pam Bondi a dit que c'était une supercherie des démocrates. Non, je pense que toute la nation a été dupée par les républicains et les démocrates. Et il y a des élites perverses qui sont au sommet. C'est mon soupçon. On va faire une courte pause et on revient dans un instant. Le sionisme chrétien est hérétique. Je ne sais pas ce qu'il protège, mais si tu ne vois pas que tout est tombé le masque, les gens qui ne veulent même pas parler des crimes contre l'humanité de Bibi Netanyahou alors qu'il est jugé pour crimes contre l'humanité ont tous, d'une manière ou d'une autre, l'énergie de s'en prendre à Candace Owens, n'est-ce pas? S'en prendre à Candace Owens et essayer de la faire passer pour une folle parce qu'elle a fait un rêve. Et moi, je reste fidèle à ce rêve. Je reste fidèle à ce rêve. Charlie a été trahi. Il a continué à être trahi chaque jour, y compris par ces mêmes sionistes chrétiens, qu'il a mis en avant tout au long de sa carrière, qui apparemment n'ont pas la moindre question sur toutes les absurdités qu'on a entendues. Je veux aussi vous dire, je sais que je vous ai promis qu'on parlerait des avions égyptiens. Ce que nous avons découvert est en réalité tellement important que j'ai dû passer par les voies officielles pour transmettre cette information d'abord au gouvernement. Et ça a été très compliqué parce que je ne sais pas à qui on peut faire confiance au sein du gouvernement, n'est-ce pas? On a un peu l'impression que le gouvernement est impliqué dans la tentative de nous empêcher de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, j'ai dû être très prudent, manœuvrer en coulisses et essayer de comprendre qui étaient les gens fiables. Pour faire court, on met ça en pause jusqu'à demain parce que je voulais laisser un peu plus de temps à certaines personnes à ce sujet. Donc, j'aurai ça pour vous demain. Un autre aspect de tout cela, d'ailleurs, alors qu'on parle de ce qui est clairement une opération psychologique. Ils ont tous les mêmes éléments de langage, ils utilisent tous différentes tactiques de manipulation émotionnelle. Donc, oui, oh, tu ne peux pas remettre ça en question parce que, tu sais, il a une veuve et des enfants et ce serait tellement nuisible d'essayer de découvrir qui l'a tué. Rien qu'en y pensant, c'est complètement absurde. Avant toute chose, lorsqu'il y a meurtre, point final. La première question à se poser est, y a-t-il un intérêt financier, une incitation financière? Oui, c'est une entreprise de 80 millions de dollars. Les proches l'ont-ils fait? Avez-vous des amis qui étaient jaloux? A-t-il participé à des bagarres? C'est une quête tout à fait normale. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un regarde IDTV, il se dit « Allez, de quoi on parle, n'est-ce pas? » C'est vraiment normal à prendre en compte. Ils essaient de faire comme si ce raisonnement naturel n'était pas acceptable en ce moment. Nous avons juste besoin que vous achetiez un T-shirt. Nous avons besoin que vous achetiez un T-shirt de la liberté et que vous continuiez à faire vivre cette organisation, même s'il semble qu'il y ait beaucoup de personnes très douteuses impliquées. C'est un peu ridicule. Je suis très conscient de cela et je pense que vous l'êtes aussi de ces tactiques psychologiques et j'ai souvent parlé de la situation en Amérique. C'est en fait les médias qui favorisent intentionnellement ce genre de culture.
Et d'une certaine manière, c'est une culture de Judas, n'est-ce pas? Il y a une psychologie qui s'est installée où l'on encourage les gens à trahir leurs amis et même les membres de leur famille pour se protéger, se promouvoir ou faire avancer leur carrière. C'est, à mon avis, la version actuelle des 30 pièces d'argent, non? C'est ce que vous voyez se produire. C'est ce que l'on observe sur la scène mondiale lorsque quelqu'un tente de forcer une personne à faire une déclaration contre l'un de ses amis. Candace, tu vaux mieux que Kanye. Tu as toute ta vie devant toi. Tu auras plus d'avenir si tu dis juste cette chose. Traite-le d'Adolf Hitler. Traite-le d'antisémite. Non, merci. J'ai dit non. Charlie, Candace prend une direction qui ne fera que te nuire. En tant que donateur, nous exigeons que vous ne l'autorisiez pas à prendre la parole à Amfest. C'est tout simplement une mauvaise personne. Vous devez prendre position contre elle. Charlie a dit non. Megyn Kelly, c'est votre carrière ou c'est Tucker Carlson? C'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Je suis ton ami, je veux juste vous aider. Tucker Carlson, il est vraiment en train de mal tourner. Elle a dit non. Voilà comment ça se passe. C'est tout. Ça m'a tellement rendu heureux hier. J'étais vraiment surexcitée, surtout parce que je pense qu'on ressent tous ça quand on voit cette psychologie utilisée et que quelqu'un la détruit complètement sur le champ. Et c'est exactement ce que Tucker a fait hier, ou du moins, c'est hier que l'extrait a été diffusé. Il a complètement humilié ce journaliste anglais qui jouait justement à ce petit jeu avec lui, demandant à Tucker de me condamner en direct dans son émission. Écoutez cet extrait génial. Ton meilleur bon ami. Candace Owens a publié des choses assez farfelues, je dirais, c'est mon avis, sur la mort de Charlie. Ce n'est pas utile, n'est-ce pas, qu'à un moment d'agitation nationale incroyable et évidemment de tragédie personnelle et familiale, quelqu'un comme elle vienne décortiquer l'argument et insinuer qu'il y a des forces plus sombres. En jeu ici que les États-Unis, que le gouvernement américain serait impliqué dans une dissimulation. Pouvez-vous comprendre pourquoi cela énerve les gens et pourquoi certains aimeraient que vous preniez vos distances avec ce genre de propos? C'est assez drôle. Donc, est-ce que je vais attaquer Candace Owens parce que vous pensez... Je ne vous demande pas de l'attaquer. Je ne vais pas faire ça, Harry. Je ne vais pas faire ça. Je vais vous accorder le bénéfice du doute en tant qu'étranger qui ne comprend pas notre politique, mais tout ce rituel de... Vous connaissez cette personne. Cette personne a dit quelque chose que je n'aime pas. Pour être une bonne personne, vous devez dénoncer cette personne. Évidemment, je ne le ferai jamais. Je préférerais mourir plutôt que de me prêter à ce jeu-là. Je ne connais personne qui dise que c'est l'autorité morale qui m'oblige à le faire. Je ne connais personne qui dise que c'était une quelconque autorité morale. Et je dirais, de façon générale, pas à propos de Candace, virgule, que j'aime, virgule, mais à propos de tout le monde. Parvenir à la vérité est la chose la plus importante. J'y ai consacré ma vie. Je n'ai pas toujours fait du très bon travail. Du tout, mais cela reste encore aujourd'hui ma motivation principale. Je veux savoir ce qu'est la vérité. Encore une fois, je n'y parviens pas toujours. Souvent, je n'y arrive généralement pas, mais je veux être celui qui se soucie de ce qui est vrai. A. B. Si tu me dis que parce que le gouvernement américain ou qu'une agence des forces de l'ordre publie une déclaration qui n'a même pas de sens, je suis d'une certaine manière moralement obligé d'accepter cela et de ne poser aucune question, genre « tu t'entends parler ?» veut dire « qu'est-ce que tu racontes ?» C'est juste la perfection. C'est littéralement la perfection. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'essayer de nous manipuler. Tu fais exactement partie de ce que nous devons combattre. Tu fais partie de l'establishment, de cet organe composé de personnes qui utilisent des tactiques psychologiques pour essayer de nous faire croire que nous sommes fous de ne pas accepter quelque chose qui n'a tout simplement aucun sens rationnel. Donc, c'est juste une mauvaise période et c'est un dingue. Dingue, tout le monde est fou. Dès qu'on commence à remettre en question les fédéraux, soudainement, ils veulent te traiter de fou. Et Tucker détruit ça instantanément. Il dit « Dégage d'ici, je ne sais pas d'où tu viens. OK, je suppose que tu es un étranger et que tu penses que c'est comme ça que ça marche en Amérique et qu'on va juste accepter la bouillie des fédéraux parce que c'est ce qu'on doit faire en tant que citoyen poli. Non, dégage d'ici. On veut savoir qui a tué Charlie Kirk parce que cette histoire a l'air assez sombre, ça a l'air assez profond. Et tous ceux qui devraient utiliser leur plateforme pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé et poser des questions similaires, préfèrent pointer du doigt Candace Owens et attendre qu'elle fasse une erreur pour pouvoir tenter de délégitimer tous ses efforts pour faire la lumière sur cette affaire.
Ça sent mauvais. Ça pue jusqu'au ciel. Et donc, vraiment, j'adore Tucker pour ça. Je l'adore parce qu'il a simplement pris ma défense. Et évidemment, il a de l'expérience, donc il voit clair dans ce jeu, tout comme moi. Mais c'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre quand les gens essayent de vous manipuler en utilisant des versets bibliques comme Ali l'a fait après avoir semé tant de doutes, m'ayant en gros traité de menteuse à sa manière sur différents sujets et qui maintenant fait semblant d'être une petite oiselle blessée parce que j'ai répondu et j'ai répondu poliment. Mais soudainement, elle essaie de te dire que ce n'est pas biblique de t'intéresser à ce qui s'est passé dans l'affaire de l'assassinat de Charlie Kirk. Ce n'est tout simplement pas biblique. C'est complètement absurde. Elle a fait une vidéo hier. Je ne fais pas de rêve comme Candace. On voit bien ce que tu fais. C'est mesquin. Là, tu fais vraiment ta petite jalouse. Si tu veux t'impliquer dans cette affaire, fais-le. Si tu ne veux pas, mets-toi de côté. Tu n'es pas obligé de répondre au contenu de Candace Owens. Ce n'est en fait pas une obligation. Tu peux continuer à faire ton contenu, à dire aux gens que ce que tu fais est biblique, tout en ignorant les crimes flagrants et évidents d'Israël, que tu refuses de dénoncer ou de retirer ton soutien. Tu sais ce que je ne fais pas? Je ne tue pas des dizaines de milliers d'enfants en Palestine. Et je n'essaie pas de légitimer ça auprès de mon public en leur disant que, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que Dieu veut parce que c'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas. Voilà, donc je vais arrêter de lui répondre, mais je voulais juste dire ça. Tout cela, ce sont des tactiques manipulatrices, certaines plus mauvaises que d'autres, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Et nous, non, il faut juste qu'on reste concentré sur la résolution de ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Et les fédéraux n'aident pas, peut-être parce que Kash Patel est trop occupé à pleurer à cause de sa petite amie. Il a vraiment besoin de croire qu'elle l'aime pour ce qu'il est. Je n'y crois pas. Je ne crois pas, je n'accepte pas qu'Alex Wilkins, issu d'une famille de francs-maçons et au passé trouble, personne ne sait ce qu'elle faisait en Suisse, l'aime simplement pour ce qu'il est et se trouvait au bon endroit au bon moment. Au fait, je précise que son nom est Alexis Wilkins. Alexis Wilkins. Elle est également membre de l'église Calvary Chapel de Chino Hills en Californie. Il y a aussi le gars de Babylon Bee. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom en ce moment. Aussi impliqué dans Calvary Chapel, à examiner Calvary Chapel. Ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Quoi qu'il en soit, le procès, intenter un procès pour se convaincre soi-même ou soutenir sa compagne pendant qu'elle intente un procès parce que quelqu'un a fait une blague, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit dans le procès d'Elijah Schaffer. C'est une blague. Et dans le procès, il parle de sa rhétorique anti-israélienne. Qui s'intéresse? Il n'y va pas. Il peut dire du mal d'Israël s'il en a envie. Puis en fait, je l'encourage à le faire. Bref, évidemment, ce procès s'est retourné contre eux. Les gens font maintenant des blagues, ils font des chansons. Et j'adore Tim Dillon. Il est très drôle. Son humour est vraiment, vraiment nécessaire. Et il a décidé de se pencher sur ce procès pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant. Il était particulièrement intrigué par le fait que Kash l'ait qualifiée de chanteuse sensationnelle, ce qui lui a semblé émotionnel, inutilement émotionnel. Bref, je te laisse la parole, Tim Dillon. Est-ce qu'on peut passer un de ces morceaux ou est-ce qu'on va se prendre un avertissement pour droit d'auteur de la part du FBI? Si on diffuse la musique country de la copine de Kash Patel, est-ce qu'on va se faire taper sur les doigts par les fédéraux pour droit d'auteur? Parce que je suis curieux, au fait, si. C'est une star de la musique country. J'aimerais juste le savoir. J'aimerais le savoir. J'aimerais être... Je pense que si on en passe un petit extrait. D'accord. À l'époque où l'ancien style était la norme, la radio était toujours propre. Les gens lisaient leurs infos sur papier, la guitare style était de la partie. Tout le monde s'inscrivait pour entendre du vrai, chanter du rock dans cette ville, sur chaque roi, poser l'aiguille sur un vinyle, fenêtre baissée, juste rouler quelques kilomètres. On a l'impression que ça fait longtemps et... Elle dit, il a raison, ouais, ils sont là. Non, attends, tu n'as pas compris les paroles. Tu n'as pas compris les paroles. Tel Aviv, j'ai été à Tel Aviv. C'est une si jolie mer. J'adore Tel Aviv. Israël, c'est pour moi. J'adore le Cachemire. Dites aux Indiens de ne pas sentir ce stéréotype. Je suis juste une star de la country. Je l'ai rencontré dans un bar.
Je ne suis pas une plante homicide. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi tu dirais ça? Il y a plein de dossiers dans le bureau. Il est impossible de dire lesquels sont à Jeffrey. Laisse tomber. Elle sort une chanson. Laisse tomber. Parce que nous sommes fiers d'être Américains. Nous nous soucions de nos familles. Nous n'avons pas besoin de voir de dossiers. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Je veux dire, mets-le sur Spotify, mets-le sur iTunes. Je veux le télécharger. C'est ce que je ressens. On dirait que c'est la chanson country du moment. Nous sommes fiers d'être Américains. On n'a pas besoin de voir de dossiers. Tout ce qu'on reçoit, c'est de la bouffe de la Fed, tous les jours, toute la journée. Oui, c'est vrai. J'enregistrerai ça avec toi, Tim. Je le ferai. Toi et moi, on sortira une chanson country parce qu'elle s'appellera tout simplement Bouffe de la Fed. Et ensuite, on se fera poursuivre. Tim Dillon est déjà inclus dans mon procès avec Brigitte Macron. Apparemment, le président de la France regarde Tim Dillon et on a parlé de l'affaire Brigitte. Donc, il a été embarqué là-dedans de toute façon. J'ai hâte qu'il fasse témoigner Tim Dillon sous serment. Je ne sais pas pour vous autres. Évidemment, c'est ce dont l'Amérique a besoin. Ce sera la seule chose, et la seule chose positive qu'on ait en ce moment, ce serait Tim Dillon sous serment. Et je conseille vivement à Elijah Schaffer de le faire témoigner sous serment aussi. Maintenant qu'il fait ce genre de blague, je veux dire, Kash Patel devrait porter plainte. Et évidemment, poursuivre Tim Dillon, je soutiens totalement ça. Si tu veux que je témoigne, Kash, appelle-moi. Absolument incroyable. Très bien, les amis, nous allons faire une courte pause, puis je reviendrai pour répondre à certains de vos commentaires et questions. Il y a aussi quelque chose de vraiment drôle dans la danse de Tim. C'est bien. Je pense qu'on doit vraiment en sortir quelques-uns. Il faut juste qu'on aille en studio, Tim. Il faut juste qu'on aille en studio et qu'on voit ce qu'on peut créer. Au fait, les amis, on a de nouveaux produits dérivés. J'adore celui-ci. Et nous avons aussi une promotion pour le Black Friday. Peux-tu afficher le nouveau? Oui. Donc, tu es en train de me dire que tout est faux et gay? C'est fantastique. Regarde ce sweat à col rond. Tu sais que tu le veux. Rendez-vous sur CandiceOwens.com. Nous avons aussi une promotion Black Friday. Vous pouvez utiliser le code BLACKVAN et vous aurez 20% de réduction sur toute la boutique. Cela n'inclut pas les livres, mais la promotion dure jusqu'au Cyber Monday. Alors ne ratez pas ça. Ouais, vous êtes en train de me dire que tout est faux et gay. Vous pouvez également vous procurer cette tasse. Prenez ça dans une tasse. Fantastique. Oh, 3 commentaires sur l'épisode d'hier. Tara Observer écrit « La question est de savoir pourquoi tant de donateurs juifs s'intéressent au financement d'une organisation chrétienne ?» Oh ouais, c'est une bonne question. C'est une question très pertinente. Pourquoi des millions de dollars provenant d'une seule personne, Bob Schulman? Pourquoi êtes-vous si intéressé par le financement? Si vous aimez vraiment autant le christianisme, ne devriez-vous pas simplement être chrétien? C'est effectivement intéressant. C'est une bonne question. Lobogré écrit « Je voulais juste que tu saches, Candice, que j'ai 74 ans et que j'ai survécu à environ 1000 heures de mission de combat en tant que mitrailleur de porte d'hélicoptère de reconnaissance au Vietnam en 1970, mais ton courage m'humilie. Que Dieu vous bénisse pour l'exemple que vous donnez à nos jeunes générations sur la façon d'être un Américain et même simplement un être humain décent. Je prie constamment pour vous. S'il vous plaît, soyez prudents et surveillez vos arrières. Eh bien, merci pour votre service pendant la guerre du Vietnam en particulier. Je ne vais pas m'étendre la guerre d'Henry Kissinger. Et la vérité à ce sujet, c'est que cela a toujours été une guerre contre les chrétiens. Je ne vais pas m'énerver à ce sujet car ce n'est pas le sujet du club de lecture, mais je vais m'énerver à ce sujet la semaine prochaine au club de lecture. Voilà. Mais merci. Trop de nos hommes, de bons chrétiens, ont été tués. Et les récits qu'on nous a racontés sont totalement faux. Réfléchissez avant de taper vos droits. Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Ouais, Mark Twain, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que les gens se rendent compte maintenant, que nous nous rendons tous compte que nous avons été dupés. Les commentaires d'aujourd'hui. Nous avons Jennifer qui écrit « J'ai fini de faire un sandwich aujourd'hui. Candace parle clairement, rappelant aux femmes qu'il n'y a pas de honte à choisir la foi, la famille et les valeurs traditionnelles. Son message est sincère et encourageant. Recommandé. Merci Candace. Allez au maximum. J'adore aller au max. J'adore ça. Et j'ai vraiment envie de le mettre sur un t-shirt, mais après ils vont dire « Oh, elle essaie de profiter de sa mort », alors que tout le monde en vendait. Du coup, j'ai l'impression que je ne devrais pas faire ça, mais j'adore ça. C'est tellement Charlie. C'est tellement Charlie de dire « Go Max ». Et merci d'avoir lu le livre. Honnêtement, je l'adore. Je pense que vous allez adorer aussi. Je l'adore parce que je l'ai écrit, mais c'est vraiment amusant et divertissant. Ça commence avec Cardi B et ça se termine avec Cardi B.
Donc forcément, ça va être fun si ça commence et finit avec Cardi B. Vous pouvez l'acheter sur makeemasandwich.com. Même si l'article est indiqué comme disponible en précommande, je l'expédierai car nous avons déjà expédié des précommandes. Il y a donc ce site makeemasandwich.com. Qui écrit « Oh, je viens de lire ça ». Oh non, ceci est un commentaire différent. J'ai terminé la lecture de Make Him a Sandwich et c'est un livre à lire absolument. Je garde ce livre pour quand ma fille sera assez grande pour le lire et je vais économiser pour m'en procurer un exemplaire dédicacé. Continue d'écrire, Candace. J'ai hâte que tu publies encore plus. Et il y avait encore plus que je voulais ajouter dans le livre, mais tout est devenu fou quand j'ai été licenciée et je n'ai pas pu trouver le temps. Mais c'est une lecture agréable. Corey Henry écrit « Yay, il était et est plus intelligent que ce que les gens pensent. » Tu sais, non, je sais qu'il n'est pas le meilleur pour communiquer ce qu'il veut dire. Mais je me retrouve toujours soudainement à revenir en arrière et à me dire « Oh, je pense que Kanye essayait de nous dire ça. » On n'a juste pas pu l'entendre ou l'apprécier parce que son style, s'il le communique musicalement, la plupart des gens comprennent, mais s'il le dit juste au micro, je pense que ça ne passe jamais comme il le voudrait. Modern Reality écrit « Est-ce que quelqu'un a examiné ce que les agents de sécurité remettent après que Charlie soit tombé? Il semble étrange que leur première action soit de lui prendre quelque chose et de le faire passer. Peut-on vérifier exactement ce qu'ils ont retiré et pourquoi cela semblait si coordonné sans même essayer d'arrêter le son? En fait, nous avons vraiment regardé de très près sur des images claires et on dirait qu'il se passe quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils se touchent un peu comme s'ils essayaient de se coordonner. Je veux dire, Marc et moi avons regardé ça au ralenti parce que je pensais avoir vu la même chose. Et puis, quand on regarde sous différents angles, ils ne font en fait pas ça. Ce qui est intriguant, c'est quand on ne peut pas les voir alors qu'ils sont au sol. Je ne comprends tout simplement pas ce qu'ils font là. Et bien sûr, on sait qu'ils ont ensuite posé des pavés presque immédiatement et remis cette zone à niveau. Donc, je trouve ça plutôt louche. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mint Juleps écrit « Qui était la donatrice qui a crié sur Charlie après l'un des shows de TPUSA? Était-ce Myriam Adelson? Non, ce n'était pas elle. Elle essaie de faire partir le sénateur Massey. Non, Myriam Adelson est bien trop haut placée pour avoir été cette personne sur le terrain. C'était quelqu'un d'autre. En fait, j'ai besoin de me rappeler de son nom de famille parce qu'il est enregistré dans mon téléphone. Donc, je ne veux pas me tromper là-dessus. Demande-moi à nouveau demain. D'accord, tu n'as pas besoin de payer pour me demander à nouveau demain. Mais Skylar a noté de me le redemander demain pour que cette personne n'ait pas à donner à nouveau. Bub écrit et merci d'avoir donné. Bub écrit plus de fidèles du parti à la prochaine élection. Votez pour celui qui ne prend pas d'argent de l'IPAC. Sortez les sionistes de notre gouvernement. Oui, je suis d'accord parce qu'ils sont maléfiques et qu'ils sont impliqués dans quelque chose qui, à mon avis, s'étend à travers le monde entier et qui me paraît très laid. Et ceux qui continuent à les soutenir, pour moi, vous êtes complices du mal à ce stade. Black Swan Revelations écrit « J'adore les vidéos de Candace. Continue ce super travail. » Midrunner écrit « As-tu vu Elle Reeves essayer d'interviewer Tim Dillon? C'était comme si un oncle cool essayait de transmettre du bon sens à sa nièce radicalisée qui venait de rentrer de son premier semestre à Berkeley. J'espère qu'ils publieront l'intégralité de l'interview car elle était vraiment exceptionnelle. Très condescendant. Les yeux toujours fermés. La voix seule était très frustrante et je n'étais pas d'humeur car Charlie venait de mourir et... J'ai conservé l'interview car nous l'avions organisée, évidemment. Nous l'avions organisée avant le décès de Charlie. Et je n'aimais vraiment pas cette jeune femme. Très condescendant. Tim Hester écrit « Veuillez souhaiter un joyeux anniversaire à Tim. Nous échangions souvent des tweets, toi et moi, en 2011 et 2012. J'ai adoré votre intelligence et votre esprit. Mon mari, ancien libéral, est désormais votre fan numéro 1 autoproclamé. Merci de l'avoir converti. Continuez à faire briller les faux et les homosexuels. Joyeux anniversaire, Tim. J'espère que vous passerez une excellente journée. Et je suis tellement content que tu fasses maintenant partie de notre secte, comme nous l'avons appris. Nous sommes en fait une secte parce que nous pensons par nous-mêmes. Nicole Howlett écrit « Imaginez aller à l'église et que votre pasteur dise du mal de Candace Owens. Changez d'église. Quelle honte. Nous t'aimons, Candace. Merci de tant te soucier de Charlie et de ne pas t'arrêter tant que nous ne savons pas ce qui se passe. Écoutez, le pasteur Hibbs est engagé. Je veux dire, 5 heures du matin. Les appels sont dingues, non? Comme si je ne mettais pas mon réveil à 5 heures du matin pour organiser une sorte de prière. Enfin bref, un truc de guerrier. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on écoute Candace Owens parler. Voilà ce qui a été convenu. Il faut leur reconnaître un certain mérite pour le réveil à 5 heures du matin. Coup de fil, c'est tout ce que je dirais. Mama Diaz écrit « Le Calvary Chapel que je regardais en ligne avait un pasteur qui disait « Si vous avez une Bible avec une carte qui montre la Palestine, brûlez la Bible. »
Je pouvais ressentir sa haine à travers l'écran. C'était la dernière fois que j'ai regardé un de ses sermons. Oui, je trouve ça intéressant. Je pense que ça a commencé là. Le mouvement hippie. Oui, ça semble à peu près juste. Les années 60, c'était vraiment une sacrée époque, comme on l'a appris dans mon club de lecture en lisant Chaos. Ensuite, ils ont tué JFK et soudainement, l'église Calvary est née et tu as tous ces militaires qui sont maintenant les militaires de LBJ. Et ils sont vraiment focalisés sur Israël. Je dis juste ça, je sais qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Poursuivez-moi. Poursuivez-moi pour avoir posé des questions. Tu n'as pas le droit, à moins d'avoir les faits sous les yeux, parce que je suis sûr qu'Israël va simplement venir nous voir et dire « Voilà comment on a fait, voici la carte de la façon dont on a procédé ». S'ils ne font pas ça, ne posez pas de questions sur ce qu'ils font dans le monde. Ce n'est pas approprié. En plus, c'est antisémite. Je l'ai lu sur Internet. Silicon Valley écrit « Salut Candace, merci pour tes excellents reportages, mieux que le FBI. Tes recherches ont inspiré des passages de mon nouveau roman historique à suspense. C'est de la fiction Black Vault pour ton club de lecture? » Point d'interrogation. Je ne connais pas ce thriller. Notre club de lecture, en ce moment, ne lit aucune fiction. Oh, je suppose que tu dis que ce n'est pas de la fiction. Je ne suis pas sûr que ce soit de la fiction. Non, il dit bien fiction. Nous ne lisons pas de fiction en ce moment parce qu'il s'avère que la vraie vie est bien plus compliquée et plus intéressante que les romans que j'ai lus. Sérieusement, comment ai-je pu penser que Harry Potter et le Seigneur des Anneaux étaient bien? Regarde ce qui se passe en ce moment. On a affaire à de vraies personnes maléfiques. Ils essaient de s'unir. Et je pense vraiment qu'ils sont en train d'être démasqués. C'est pour ça que je garde espoir chaque jour. Et je suis prêt à encaisser toutes ces balles au sens figuré depuis la tranchée. J'ai toujours soutenu Charlie. Il m'a toujours soutenu aussi. Je n'arrêterai pas de le faire. Je me fiche de qu'il fait une vidéo. Je me fiche qu'il brandisse une Bible en le faisant et blasphème. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais poser absolument toutes les questions jusqu'à ce qu'on commence à avoir des réponses. Et je ne fais absolument pas confiance aux gens qui dirigent Turning Point Faith. Et sous couvert de christianisme, ils essayent de faire taire le reste du monde à propos de ce qui s'est passé le 9-10. Bref, merci à vous tous pour votre soutien. On se retrouve demain